Chapitre 11. La face cachée du bonheur. Quand le malheur frappe à votre porte, dépêchez-vous d'ouvrir. Le bonheur est tout près. Auteur inconnu. Ce titre de chapitre peut paraître étrange, un tantinet paradoxal, mais c'est notre réalité dans ce monde physique où règne la dualité. Comme il n'y a jamais de bien sans mal, de lumière sans ombre, de haut sans bas, pour connaître cette notion appelée bonheur, il nous faut rencontrer son opposé. Pour moi, c'est de cette façon que s'exprime le langage du divin à travers les expériences de mon quotidien. Sur le moment, une situation déplaisante peut paraître négative ou même mauvaise, mais si nous sommes patients et que nous pouvons voir plus loin, au-delà du désagrément immédiat, nous découvrons sa face cachée. En tant que parents, nous désirons ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Je vois mon Père divin un peu comme cela. En tant qu'enfant de Dieu, je ne comprends pas toujours ce qui est pour mon bien spirituel. Il nous faut apprendre à lire la vie entre les lignes, pour y découvrir une kyrielle de cadeaux sublimes prêts à embellir nos existences. Croire que les coïncidences ou les synchronicités sont fortuites, c'est douter de l'intelligence de la vie. Dans l'avion qui me ramène aux Antilles après quelques mois passés au Québec, je réfléchis à la suite des choses. Voilà 2 ans que j'essaie de vendre mon bateau, et il y en a des milliers qui sont sur le marché local de la navigation de plaisance. Pour l'instant, j'en suis encore le propriétaire. Ce n'est pas vraiment ce que je souhaite, mais cela ne me désole pas trop, car je l'aime bien. La tranquillité du vol me laisse le temps de planifier les divers travaux qui m'attendent à l'arrivée. Il y a toujours beaucoup à faire sur un bateau resté inoccupé pendant plusieurs mois. Je compte qu'avec une bonne organisation, je le remettrai en état en 1 semaine. Après quoi, je projette d'agrémenter mon séjour de quelques bonnes navigations de plaisance. Mais vous savez ce qu'on dit? Si vous voulez faire rire Dieu, parlez-lui de vos projets. De l'annexe qui m'amène au bateau, j'aperçois des gens qui s'affairent sur voyage. Bizarre, c'est pas normal. Je suis encore dans le pneumatique quand Eric, le Néo-Zélandais qui veille sur mon bateau en mon absence, me crie depuis le pont. « Quelque chose d'épouvantable est arrivé à ton bateau. Il a coulé la nuit dernière. I'm sorry. Je ne sais pas ce qui s'est passé. I'm so sorry. » Hein? Pour de vrai? Mais comment ça a coulé? Je monte rapidement à bord pour constater l'épouvantable réalité. Du cockpit, je vois que le plancher est encore totalement submergé. « Ce n'est rien, ça. Il y a quelques heures, j'en avais sous les aisselles, » me dit Eric. Comment décrire mon état d'esprit? Les questions fourmillent dans ma tête où s'entrechoquent incompréhension, tristesse, angoisse, colère. J'ai besoin de solitude pour y voir plus clair. Je demande à tout le monde de s'en aller, non sans les remercier chaleureusement d'avoir prêté main forte à Eric pour renflouer et écoper voyage. Ce n'est que dans la solitude que je peux restaurer le semblant de paix nécessaire à la réflexion. Pourquoi n'ai-je rien senti, rien perçu quand j'étais dans l'avion? Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Et c'est là qu'une voix douce et apaisante me chuchote. Ça n'arrive pas à toi, ça arrive pour toi. À ce moment-là, tout change. L'âme reprend les rênes de mon corps émotionnel et mental. Il me faut survivre. Je ne peux pas passer la nuit dans voyage. Où vais-je dormir?
Bien que des amis et même des inconnus m'aient invité à passer la nuit chez eux, je préfère rester seul. Il m'est difficile de réfléchir à tête reposée parmi les gens, aussi gentils et généreux soient-ils. Puis mon côté pragmatique reprend le dessus. Paul m'a confié les clés de son catamaran voisin de mon voilier, en me demandant d'avoir un œil sur lui en attendant son retour. Alors, ce soir, j'emménage chez lui. Je lui en demanderai l'autorisation demain. Pour l'instant, je dois défaire mes 2 gros sacs de marin, me préparer d'urgence un repas. Je réfléchis mal l'estomac vide. Le lendemain, je retourne de bonne heure sur voyage pour prendre son pouls et voir s'il vit toujours. Oui. Alors, j'attaque la liste des priorités que j'ai dressées la veille. Pendant ce temps, Dan lance un appel à l'aide sur la VHF et il organise les secours à mon insu. Soudain, résonne sur la coque. « Oui, dis-je à la femme seule dans son annexe. « Je m'appelle Denise, et j'ai entendu à la radio que votre bateau avait coulé hier. Je ne peux pas venir vous aider à nettoyer, mais je peux vous apporter quelque chose à manger. » En voyant le thermos de café et les muffins, j'éclate en sanglots. La générosité de la part d'une dame que je n'avais jamais vue me va droit au cœur. Nous discutons pendant que je remplis mon estomac et que son café chaud me réconforte. Au moment de partir, elle ajoute « Je reviendrai tous les matins vous en apporter d'autres. » Assis, seul dans le cockpit, je reste hébété par la bienveillance de cet inconnu. Et la journée se déroule sur la même note. Dan me fait savoir qu'il s'occupe de gérer le personnel. Comme de nombreux bénévoles ont répondu à l'appel de détresse, il doit limiter à 4 à la fois leur nombre sur le bateau. Certains s'occupent de sortir le groupe électrogène pour le nettoyer et le remettre en marche. D'autres se chargent des 6 batteries, dont 2 ont éclaté à cause du court-circuit au contact de l'eau. Il y en a qui ramassent les ordures, que sont devenus les matelas, les coussins, les rideaux, les tapis et mes livres. D'autres encore s'attaquent à la lessive du linge resté à bord, qui est maintenant détrempé par l'eau salée. Dans les jours qui suivent, nous vérifions et réparons tout ce qui a trait à la mécanique du bateau. En voyant tant de générosité se déployer devant mes yeux, je repense au slogan « Quand le malheur frappe à la porte, les amis s'endorment », qui s'est révélé totalement faux dans mon cas. Si j'ai pu voir s'exprimer tant d'amitié et de solidarité, c'est grâce à la face cachée du bonheur, le malheur. Quant à moi, je préfère rester dans l'état d'esprit que préconise Jacques Salomé lorsqu'il dit « Certains attendent que le bonheur frappe à leur porte. Moi, je la laisse ouverte. » Après une minutieuse inspection de la coque, Éric découvre un trou de la taille d'une tête d'épingle. Rien pour faire couler un bateau, surtout avec 2 pompes de cale opérationnelles. Alors des questions me taraudent l'esprit. Pour quelle raison cachée mon bateau a-t-il coulé? Serait-ce ma vie de marin qui doit trépasser? Le corps coupé en 2. La culture occidentale néglige l'importance des rêves. Pourtant, ils peuvent nous avertir à l'avance de certains changements qui vont intervenir dans notre vie et ainsi nous aider à nous y préparer. Je suis avec un ami dans un grand local, semblable à une salle d'autopsie, et je vois quelque chose de très étrange. Ça ressemble à un intérieur de corps coupé en 2. Est-ce moi? Oui, c'est toi. C'est ton corps, me dit l'homme revêtu d'un sarrau blanc. Ah bon, c'est vraiment curieux. Je regarde avec grande attention. C'est bien un corps humain.
Mais est-ce vraiment le mien? Car je ne le reconnais pas. Peut-être parce qu'il est coupé en deux dans le sens de la longueur et de l'épaisseur. Les deux parties sont attachées par les bras et les jambes et suspendues à 1 mètre du sol. Un film de plastique les enveloppe, ce qui empêche les organes de tomber. Me rapprochant, je vois mon cœur coupé transversalement, et il se démarque des autres organes par sa transparence et sa lumière, comme si on voulait attirer mon attention sur lui. « Regarde bien, » me dit l'homme en sarrau. « C'est ton petit ventricule gauche qui cause un problème et qui nous inquiète, car il ne fonctionne pas normalement. » Puis il s'avance, allonge le bras, appuie de ses 2 doigts sur le ventricule en question, et à ce moment, le cœur se remet à fonctionner correctement. Réfléchissant tout haut, je me demande si moi aussi je pourrais l'effleurer. Il acquiesce d'un signe de tête. Alors, à mon tour, je tends les doigts pour toucher mon cœur, qui réagit bien à mon contact. L'ami qui m'accompagne demande s'il peut aussi essayer de le faire. « Non, » dit l'homme en sarrau, « tu pourrais le contaminer et l'infecter. » L'hiver passé sur le bateau ne m'apporte aucune réponse définitive quant à savoir ce à quoi doit ressembler ma vie désormais. Sera-t-elle marine ou terrestre? De retour au Québec, en avril 2018, je m'installe dans ma roulotte qui devient mon lieu de résidence estivale. Je me demande ce que je vais faire de la vie de marin qui me reste. Elle semble vouloir me coller à la peau comme un tatouage, moi qui cherche vainement à la quitter. J'échafaude des plans pour y retourner quand même, car un bateau abandonné trop longtemps se dégrade rapidement. Mon billet d'avion est pris pour le 6 décembre. J'apprends bientôt que le réseau du capitaine ferme définitivement ses portes après plus de 30 ans d'existence. Ce réseau bénévole a servi de plaque tournante aux marins qui sillonnaient le monde. À l'aide d'une radio amateur, il agissait en tant que lien pour les navigateurs qui avaient besoin de communiquer entre eux. Il leur fournissait des informations de toutes sortes, où qu'ils fussent sur les océans, comme des bulletins météo, des précisions sur la navigation à voile, des nouvelles de leurs proches restés sur la terre ferme. J'ai d'ailleurs bénéficié à plusieurs reprises de ce service. Le voir disparaître me bouleverse, et je me demande si je dois comprendre cette nouvelle comme une confirmation de la fin de ma vie de marin. Je reste aux aguets, car je ne dois négliger aucun indice m'indiquant ce que la vie attend de moi. Puis en juillet, mon cœur se met à faire des siennes. Palpitations, fibrillations, essoufflements, le pouls qui bat à 205. Je souffre d'arythmie ventriculaire, disent les médecins, et je dois subir une opération d'urgence. Je sais que tout dans la vie se produit pour une raison précise. Alors, une fois de plus, je m'interroge. Pourquoi ce problème de santé en ce moment? Mais à peine la question posée, une phrase de mon guide me revient en mémoire. Ceci arrive pour toi et non à toi. Bien que je n'en vois pas la raison, je lui fais confiance. La réponse me parvint 1 mois plus tard. Le 14 août, je reçois un courriel de la Martinique indiquant qu'une nouvelle législation nous impose de déplacer les bateaux ancrés dans les trous à ouragans pour le 15 du mois, sous peine d'amende sévère et même de confiscation. Le déplacer pour le lendemain? Impossible! Après réflexion, je me dis qu'ils me le confisquent s'ils le veulent, puisque j'ai quand même l'intention de m'en débarrasser.
Je ne veux pas dépenser un sou de plus pour mon bateau avant le mois de décembre. » Paul, dont le catamaran est amarré près de Voyage, m'appelle le lendemain pour s'enquérir de ma décision, car lui aussi a reçu cette missive. « Bof, ils feront ce qu'ils voudront. Ils peuvent le garder et même le couler. Moi, je ne change pas de plan. Je n'y retourne qu'en décembre, lui dis-je. Malgré les risques d'amende de 150 000 € et d'1 an de prison? Ça ne me fait pas peur, ce ne sont que des menaces. Eh bien moi, je veux déménager le mien, mais je ne peux pas lâcher mon boulot. Alors je propose de te payer le billet d'avion, aller et retour, pour que tu puisses relocaliser Voyage et par la même occasion déplacer le mien. D'accord, mais ce ne sera pas avant le mois de septembre, lui dis-je, après quelques minutes de réflexion. À ce moment-là, je comprends que le divin vient d'avancer une autre pièce sur l'échiquier de ma vie. Quand de bonne foi je prends une décision qui n'est pas la meilleure pour moi sur le plan spirituel, je reçois des signes qui m'incitent à réviser mes plans. Me revoilà donc dans l'avion en direction des Antilles en train de planifier la relocalisation des 2 bateaux. Ce ne sera pas facile, car la place est limitée et des centaines de bateaux ont certainement déjà été déplacés, puisque les gens sur place ont plusieurs semaines d'avance sur moi. À l'atterrissage, j'apprends qu'une grève générale sévit dans toute l'île. Les commerces sont tous fermés. Cela augure bien. Et quoi encore? Hier, la météo antillaise annonçait la formation d'Isaac, un ouragan de force 3 qui se dirige vers la Martinique. Les cyclones sont fréquents dans les Antilles en automne et je ne dispose que de 5 jours pour déplacer les 2 bateaux. Le faire par gros temps, c'est courir au-devant de la mort. Pourquoi mon aventure de marin doit-elle se prolonger alors que j'espérais qu'elle soit derrière moi? Le lendemain de mon arrivée est une journée perdue. Je dois demeurer sur place, car on annonce qu'Isaac frappera probablement la Martinique au cours de la nuit. L'alerte météo est au rouge. Mais curieusement, l'ouragan modifie sa trajectoire juste avant d'atteindre l'endroit où je me trouve. Il bifurque vers le nord pour s'élancer entre la Martinique et la Dominique. Le lendemain, à 6 heures, me sentant à l'abri, je décide de commencer par déplacer le catamaran. Je défais les amarres et lève le corps mort que mon ami avait fabriqué lui-même pour stabiliser le bateau. Il s'agit de 3 seaux remplis de gros cailloux et de briques, le tout coulé dans du béton que repose normalement au fond de l'eau quand le navire est à l'ancrage. Ils sont reliés les uns aux autres par une lourde chaîne. En faisant une brève inspection des instruments de navigation, je découvre que plusieurs ne fonctionnent pas. Entre autres, le lecteur de cartes marines, le pilote automatique et surtout le profondimètre pour la navigation en eau peu profonde. Comme le pilotage sera de courte durée, je ne m'en fais pas trop. Me voyant en train de lever l'ancre et sachant que je suis seul, Éric, qui habite près de mon bateau, s'offre à m'accompagner. Il est 9 heures quand nous larguons les amarres. À peine sommes-nous partis que le moteur de tribord tout saute et cale. Nous poursuivons donc notre route avec le moteur de bâbord. Il est 9h30 lorsque le ciel s'assombrit soudain. Le vent se déchaîne lors de notre approche du nouvel ancrage. Les vagues qui déferlent du large s'engouffrent dans la baie et ballottent notre embarcation comme un bouchon entre les récifs qui risquent à chaque instant de déchirer la coque. Sous ces trombes d'eau, le seul moteur disponible donne des signes d'étouffement pendant qu'Éric et moi essayons à grand-peine de maîtriser le catamaran.
Déjà privés d'instruments de navigation, nous sommes à la merci des éléments quand le second moteur nous lâche. Les vagues océaniques qui s'engouffrent dans la baie prennent de l'amplitude. L'anémomètre, le seul instrument en bon état, indique 42 nœuds. C'est à peine croyable dans la baie du Marin, qui normalement est extrêmement bien protégée. Nous apprendrons plus tard que c'est la queue d'Isaac qui nous a frappés. Nous risquons à tout instant de nous échouer. Il faut trouver le moyen de nous écarter du rivage. Nous décidons de transporter l'ancre à 150 pieds au large et, à l'aide de sa chaîne, de treuiller le bateau pour l'éloigner des fonds marins. Pendant qu'Éric met l'annexe à l'eau pour transporter l'ancre assez loin, je m'efforce tant bien que mal de ne pas laisser le bateau s'échouer. Mais sans moteur, le voilier finit par heurter le fond et je crains que la coque à bâbord soit sérieusement endommagée. Durant le transfert de l'ancre et de la chaîne à bord de l'annexe, le frêle esquif passe près de chavirer à plusieurs reprises, et cette manœuvre devient trop périlleuse. C'est là qu'Éric me dit quelque chose d'étrange, en me lançant à travers le vacarme du vent. « Je vais faire comme dans Pirates des Caraïbes. »« Hein? »« Je vais marcher au fond de l'eau pour porter l'ancre plus loin. » Vous savez, cette scène où les morts vivants quittent la perle noire, marchent dans le fond de la mer pour rejoindre la terre ferme et retrouver la pièce d'or que la belle Kéra garde dans un tiroir près de son lit. Éric doit se surpasser. Il prend une grande inspiration, se laisse tomber sous l'eau pour saisir l'ancre qui gît à 3 mètres de profondeur et la transporter dans ses bras en marchant dans le fond. Puis il la dépose, remonte à la surface par une bouffée d'air et redescend la déplacer de 2 ou 3 mètres chaque fois. Cette marche de zombie dure de longues minutes jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit convoité. Quant à moi qui suis sur le bateau, je déroule progressivement la chaîne qui retient l'ancre. Je me tiens aux aguets, car la tempête pourrait arracher l'annexe et l'emporter au large. Et je m'inquiète pour mon ami, car voilà un bon bout de temps que je ne l'ai pas vu émerger entre les vagues. Quand il finit par réapparaître, après avoir enfoncé de ses pieds l'ancre dans le sable pour que les vagues ne la chassent pas, il est totalement exténué. Il a juste assez de force pour rejoindre le catamaran à la nage, mais il est incapable de se hisser sur le bateau sans mon aide vigoureuse, et il se laisse choir sur le pont. Pendant qu'il reprend son souffle, je treuille le bateau pour sortir la coque de bâbord qui cogne sur le fond. Nos efforts sont payants et le bateau est dégagé. Il pleut des hallebardes. La pluie fouettée par le vent nous cisaille la peau. Nous grelottons, car la température a chuté depuis le début de la bataille. J'enjambe le corps inerte d'Éric et me dirige à la poupe du bateau pour lancer une ancre légère de stabilisation. Puis je rejoins Éric qui reprend lentement des forces. Heureusement qu'il est jeune. Nous nous installons à l'abri dans le cockpit, enroulés dans 2 couvertures. Nos dents jouent des castagnettes. J'entends les puissantes pulsations de mon cœur qui bat avec force. Elles réveillent en moi le souvenir de mon rêve du corps coupé en 2, qui m'annonçait une faiblesse cardiaque que le doigt de mon guide avait réparée. Puis celui de l'opération chirurgicale en juillet, sans laquelle mon cœur n'aurait jamais tenu le coup. Soudain, un formidable élan de gratitude envers mon guide, qui m'a sauvé la vie une nouvelle fois, m'enflamme. Peu après, la météo se calme et le ciel reprend sa couleur naturelle. Nous sortons nous réchauffer au soleil en grignotant des bords tendres et en buvant des litres d'eau. Puis nous devons nous remettre au travail.
Nous relocalisons correctement le catamaran, installons 2 ancres à l'avant, jetons le corps mort au fond de l'eau, puis finalisons le tout avec une ancre arrière. Vers 17 heures, nous rejoignons nos bateaux respectifs et je m'effondre dans mon lit. Le lendemain matin, je dois déménager mon bateau, car je reprends l'avion sous peu. Pour défaire les 4 amarres attachées à de grosses racines, je dois m'avancer profondément dans la mangrove. Je me souviens du jour où, en marchant sur les racines de palétuvier pour aller amarrer mon bateau, je glissais sur l'une d'elles et m'enfonçais dans la boue jusqu'à mi-mollet. Au pas suivant, mon pied en ressortit déchaussé. Désormais, je sais qu'il est préférable de porter des chaussures aquatiques pour marcher dans une mangrove. Je lève l'ancre finalement. À bord de voyage, tout fonctionne et le déplacement se fait bien. J'installe les 2 ancres en avant et une en arrière et je le sécurise au mieux. Il me reste à rentrer les voiles, à défaire le toit de l'habitacle et à laver le pont. Vers la mi-journée, j'ai presque terminé le travail extérieur. Je m'occuperai de l'intérieur demain. Fatigué, je quitte le voyage et en passant, je m'arrête voir la propriétaire du bateau, Éloane, qui m'a promis de me conduire à l'aéroport. « Ça marche toujours pour le transport après-demain? » dis-je à la dame. « Oui, pas de souci. En passant, as-tu vendu ton bateau? » »« Non. Pourquoi? » »« Parce que les gens du gros yacht de 125 pieds, ancré à l'entrée de la baie, seraient peut-être intéressés. Il s'appelle Wolfgang et il cherche un bateau comme le tien. »« Merci, je passe le voir immédiatement. » J'ai l'impression que la vie n'a pas encore dit son dernier mot. Ne prétend-on pas d'ailleurs que la vie, c'est composer avec l'imprévu? Cette fois, c'est moi qui cogne à la coque. Un monsieur sort, le sourire aux lèvres. Je lui explique le but de ma visite et il me dit « Oui, ça m'intéresse. Puis-je aller le visiter tout de suite? » Et nous voilà de retour sur voyage. Le monsieur semble enthousiaste, et il me fait comprendre dans un anglais germanique que ce n'est pas pour lui, mais pour un couple de ses amis. Il faudra faire vite, puisque je repars bientôt. Le lendemain à 7 heures, je suis à nouveau sur voyage, pour terminer le nettoyage et tout fermer avant mon départ. Quand j'entends « Je vais chercher les futurs acheteurs et je te les amène après le repas du midi », me dit Wolfgang. Durant la journée, je travaille nerveusement. L'idée de trouver un acquéreur me réjouit, mais je ne veux pas me bercer d'illusions. Ce n'est que vers 15h30 que les acheteurs potentiels arrivent. La visite semble les satisfaire, mais je les avise que je prends l'avion le lendemain matin. C'est là que Wolfgang nous propose d'aller boire l'apéritif sur son yacht pour en discuter. Nous nous entendons à l'amiable en faisant un papier informel, car la journée est trop avancée pour qu'il me verse un acompte. Nous scellons donc notre accord d'une simple poignée de main. Me voilà à nouveau dans l'avion qui me ramène chez moi. Un peu plus léger, mais avec une inquiétude diffuse, car avec une simple poignée de main comme signature de contrat, tout peut changer. 5 jours plus tard, je constate que la somme a été déposée dans mon compte et nous remplissons les papiers par Internet. C'est ainsi que prit fin ma vie de marin. Il me fallut traverser avec persévérance et confiance la face cachée du bonheur avant de voir briller le soleil au bout du tunnel. Ce fut une vie dure et douce en même temps, mais riche en expériences qui, entre autres, aiguisèrent ma conscience en l'éveillant à la subtilité des messages de la vie
faute de quoi il nous échappe si souvent. Le 6 décembre suivant, je retourne une dernière fois à Martinique pour donner les clés à l'acheteur de voyage. Maintenant que je n'ai plus de bateau et que la roulotte est fermée pour l'hiver, je n'ai pas encore de solution pour passer la saison froide. Je songe au motel où j'ai vécu plusieurs semaines l'année précédente. Quand je suis dans une situation critique, je confie toujours mes soucis à mon guide intérieur, puis je fais confiance et me mets à l'écoute de la vie. En ce moment, je suis en réunion avec une dizaine de personnes que je connais plus ou moins et l'une d'elles de vue seulement. La rencontre terminée, nous prenons congé les uns des autres en nous souhaitant de joyeuses fêtes. À ce moment-là, une voix s'élève du fond de la salle. « Où passeras-tu l'hiver cette année? » « Je ne sais pas encore. Je veux d'abord terminer mon cycle de vie de marin. J'y songerai à mon retour le 18 décembre. » C'est alors que la personne que je connaissais à peine s'avance et me chuchote à l'oreille. « Je quitte le pays le 16 décembre et mon logement sera vacant pendant tout l'hiver. Si tu veux y habiter? » « Oui, lui dis-je sans rien pouvoir ajouter, tellement ma stupéfaction est grande. L'abandon à plus grand que soi, c'est un peu comme la patience, c'est de voir assez loin pour oser faire confiance à la vie.